Le 20 octobre 2011, les drones de l'OTAN ont détecté un mouvement inhabituel dans une ville dévastée par la guerre. En l'espace de quelques heures, le dictateur le plus ancien du monde arabe serait mort. C'est l'histoire de la façon dont 42 ans de dictature absolue se sont terminés non pas dans un palais ni dans un tribunal, mais dans un tuyau d'égout en béton. Ce serait un fait qui nous ferait remettre en question si la liberté en vaut toujours la peine. Pendant 4 décennies, Mouammar el-Kadhafi a gouverné la Libye avec une autorité incontestée. Il est arrivé au pouvoir en 1969 par un coup d'état militaire sans effusion de sang qui a renversé le vieux roi Idriss alors que le monarque était à l'étranger pour recevoir un traitement médical. Kadhafi, à ce moment-là, un jeune officier de l'armée, n'avait que 27 ans. Au cours des années suivantes, il a nationalisé l'industrie pétrolière, expulsé les entreprises occidentales et utilisé des milliards de dollars de ses revenus pour financer des projets d'infrastructures massifs. De nouvelles écoles et des hôpitaux ont surgi dans le désert où il n'y avait rien auparavant et des routes nouvellement pavées ont relié des villages éloignés aux villes côtières pour la première fois de l'histoire. Les taux d'alphabétisation ont augmenté d'environ 45% en 1969 à plus de 80% en 2001. Pendant un temps, la Libye avait le niveau de vie le plus élevé d'Afrique. Mais la prospérité s'accompagnait d'un sacrifice terrible. La police secrète de Kadhafi, les soi-disant comités révolutionnaires, surveillaient chaque aspect de la vie quotidienne avec une minutie étouffante. Ils s'infiltraient dans les familles, opposant les frères par des promesses de récompense ou des menaces de punition. Les citoyens qui critiquaient le régime disparaissaient simplement, laissant derrière eux des chaises vides aux tables et des questions que personne n'osait poser. Les partis politiques ont été interdits, les élections n'ont jamais eu lieu et Kadhafi s'est déclaré frère leader et guide de la révolution. Son visage nous regardait depuis les affiches publicitaires à chaque coin de rue, tandis que son livre vert remplaçait les lois traditionnelles et même les textes religieux dans les écoles. La paranoïa du colonel s'est intensifiée au fil des années. Il s'est entouré de gardes du corps féminines connus sous le nom de gardes Amazon, qui se déplaçaient entre des bunkers secrets dispersés sur le vaste territoire de la Libye et ne dormaient jamais 2 fois dans le même lit. En 2011, Kadhafi avait gouverné plus longtemps que tout autre leader arabe et ses 42 ans de contrôle du pouvoir semblaient aussi permanents que le Sahara lui-même. Les enfants ont grandi sans connaître d'autres leaders, tandis que les adultes se souvenaient de ce qui arrivait à ceux qui résistaient. Ils gardaient leurs pensées profondément enfouies, enseignant à leurs enfants par le silence que certaines choses étaient trop dangereuses même pour y penser. Ce février-là, tout était sur le point de changer. L'étincelle a jailli de la Tunisie voisine de la manière la plus inattendue imaginable. Mohamed Bouazizi n'était personne de spécial, juste un autre vendeur ambulant qui essayait de nourrir sa famille. Le 17 décembre 2010, un policier lui a donné une gifle et a confisqué sa charrette, son seul moyen de subsistance. Incapable de voir un avenir sous un système qui écrasait la dignité humaine, il s'est aspergé d'essence et s'est immolé par le feu. En l'espace de quelques jours, les protestations ont éclaté dans toute la Tunisie comme une traînée de poudre. Le président Ben Ali a fui en Arabie Saoudite le 14 janvier 2011. Son régime s'est effondré en moins d'1 mois. Le chaos a franchi les frontières à une vitesse vertigineuse. En Égypte, des millions de personnes ont inondé la place Tahrir, affrontant des canons à eau et des gaz lacrymogènes, mais refusant de partir. Le 11 février, Hosni Moubarak avait déjà disparu. Son gouvernement de 30 ans s'est terminé aux mains d'un mouvement populaire qu'aucune répression n'a pu arrêter. Les Libyens ont vu ces événements se dérouler à la télévision par satellite, chuchotant des questions qui auraient été impensables quelques semaines auparavant. Mais tous savaient que Kadhafi était différent, plus impitoyable, plus imprévisible et plus disposé à verser des fleuves de sang pour conserver le pouvoir. Puis est arrivé le 15 février, et la Libye ne serait plus jamais la même. Les premières protestations ont commencé à Benghazi, provoquées par l'arrestation de Fatih Terbil, un avocat des droits de l'homme qui représentait les familles de prisonniers politiques. Ces familles cherchaient toujours des réponses sur le massacre de la prison d'Abu Salim, où 100 détenus ont été mitraillés en juin 1996. Ils se sont rassemblés devant le tribunal le 15 février. Au début, environ 200 personnes, principalement des femmes, tenant des photographies décolorées de leurs fils et frères morts. Les forces de sécurité sont arrivées en l'espace de quelques heures avec des canons à eau et des gaz lacrymogènes. Quand les manifestants ont refusé de se disperser, on leur a tiré dessus avec des munitions réelles. Les premiers coups de feu ont tué 6 personnes, dont un jeune étudiant en droit dont la mort a été capturée en vidéo avec un téléphone portable. Au lieu de courir, la foule s'est lancée en avant. Ils n'étaient pas seulement en colère,
Ils étaient furieux. Le 17 février est devenu le jour de la fureur. Des milliers de personnes sont descendues dans les rues des villes de l'Est, brûlant des postes de police et assaillant des bâtiments gouvernementaux. Des jeunes qui n'avaient jamais eu d'armes entre les mains se sont soudainement retrouvés armés de fusils Kalachnikov sortis des arsenaux. Les forces de Kadhafi ont réagi avec une violence choquante. Les tireurs d'élite criblaient les manifestants de précision, tandis que les hélicoptères d'attaque attaquaient la foule avec des mitrailleuses lourdes conçues pour la guerre. Les hôpitaux se remplissaient de blessés et de mourants plus vite que les médecins ne pouvaient les traiter. Mais la terreur ne fonctionnait plus. Chaque funéraille s'est transformée en une protestation plus grande, à mesure que les gens s'unissaient dans la douleur et la détermination. Et la violence n'a fait qu'accélérer l'effondrement du régime. Les unités militaires ont commencé à déserter en masse. Des bataillons entiers ont changé de camp du jour au lendemain, plutôt que de massacrer leur propre peuple. Les soldats se sont souvenus que les manifestants étaient leurs frères, cousins et voisins des mêmes tribus et villages. Les pilotes ont volé leurs avions de combat vers Malte au lieu de suivre les ordres de bombardement. Les officiers de la marine ont pointé les canons de leurs navires vers les positions gouvernementales au lieu de les diriger vers les zones contrôlées par les rebelles. Les chefs tribaux qui avaient juré fidélité à Kadhafi se sont soudainement souvenus de vieux griefs et ont trouvé une cause commune dans la révolution. En l'espace de quelques jours, toute la région orientale était hors du contrôle du gouvernement. Le drapeau rouge, noir et vert de la monarchie d'avant Kadhafi flottait partout tandis que les citoyens expérimentaient la liberté pour la première fois de leur vie. Ils brûlaient des copies du livre vert, la propre version de Kadhafi du Mein Kampf. Mais Muammar Kadhafi n'avait pas encore terminé. Il est apparu à la télévision d'État le 22 février en prononçant l'un des discours les plus étranges de l'histoire politique moderne. Pendant 75 minutes, il a déliré depuis les ruines de son complexe de Bab al-Azizia. Vêtu d'une tunique marron et gesticulant sauvagement avec les poings fermés. Il a attribué le soulèvement à des drogues hallucinogènes que, selon lui, Al-Qaïda avait mises dans le café des jeunes. Les manifestants étaient des rats et des cafards qui devaient être éliminés de la Libye. Il a promis de purifier le pays, maison par maison, ruelle par ruelle, jusqu'à éliminer le dernier ennemi. Le discours a terrifié les zones d'opposition. Tout le monde a compris ce que nettoyage signifiait dans le vocabulaire de la violence de Kadhafi. Ils se sont souvenus d'Abou Salim et des pendaisons publiques sur les places universitaires. Au début de mars, les forces de Kadhafi avaient repris plusieurs villes côtières en utilisant une brutalité méthodique. Elles encerclaient un établissement, coupaient l'électricité et l'eau, puis le bombardaient jusqu'à sa reddition. La route vers Benghazi était ouverte, avec seulement des rebelles légèrement armés, entre la vengeance de Kadhafi et une ville de 700 000 habitants. Un massacre se préparait. Le monde observait et débattait, tandis que les gens se préparaient à mourir. Les chefs rebelles ont fait des appels désespérés à l'aide. Leurs combattants étaient courageux, mais ils étaient irrémédiablement surpassés. Des étudiants et des commerçants avec des AK-47 affrontaient des chars et des tueurs entraînés. Sans intervention, la révolution s'étoufferait dans le sang et Kadhafi se vengerait terriblement de quiconque aurait osé rêver de liberté. La communauté internationale était confrontée à un dilemme angoissant. Les guerres en Irak et en Afghanistan avaient épuisé l'appétit occidental pour intervenir au Moyen-Orient. Mais les rapports en provenance de la Libye devenaient de plus en plus horribles chaque jour. Des canons anti-aériens conçus pour détruire les avions étaient utilisés pour faire exploser des êtres humains dans les rues des villes. La France a été celle qui a le plus pressé pour que des mesures soient prises, et le président Sarkozy y a vu à la fois une obligation morale et une opportunité politique. La Ligue arabe a pris la décision sans précédent de demander une zone d'exclusion aérienne au-dessus d'un pays arabe. Le 17 mars, le Conseil de sécurité des Nations Unies a approuvé la résolution 1973 autorisant toutes les mesures nécessaires pour protéger les civils, sauf en cas d'occupation étrangère. La résolution a été approuvée juste à temps. Les forces de Kadhafi exploraient déjà les abords de Benghazi. Le 19 mars, les avions de combat français ont survolé Benghazi à 16h45 heure locale. Selon les registres militaires français, les résidents qui s'étaient préparés à un massacre ont vu, à la place, des explosions à l'horizon, alors que les colonnes de chars se désintégraient. On suivit les missiles de croisière américains et britanniques qui ont frappé les sites de défense aérienne et les centres de commandement. L'opération Aube de l'Odyssée avait commencé avec l'OTAN assumant le commandement total sous l'opération Protecteur unifié. Une semaine plus tard, l'élan a changé du jour au lendemain. Les forces de l'opposition ont avancé vers l'ouest dans des convois de camionnettes équipées de canons anti-aériens. Leur enthousiasme compensait ce qui leur manquait en formation. Pendant ce temps, les communautés amazirs des
montagnes de Nefouza avaient silencieusement organisé leur propre révolution. Équipées d'armes introduites en contrebande à travers la frontière tunisienne, elles se sont emparées de territoires situés à seulement 80 km de Tripoli. Leurs forteresses dans les montagnes sont devenues un poignard pointé vers le cœur du régime. Tout l'été, Tripoli a été remplie d'activités clandestines. Les cellules de résistance qui s'étaient formées depuis février sont devenues plus audacieuses à mesure que les forces de Kadhafi s'affaiblissaient. Des armes sont arrivées cachées dans des bateaux de pêche et des camions de légumes. Le 20 août, les coordinateurs ont donné le signal et la capitale a éclaté dans un chaos soigneusement planifié. Les cellules dormantes ont attaqué simultanément dans tout Tripoli. Des intersections clés ont été prises. Les bâtiments gouvernementaux ont brûlé pendant la nuit et le port est tombé en l'espace de quelques heures. La brigade Kamis a combattu férocement et a commis le massacre de l'entrepôt de Yarmouk le 23 août, tuant plus de 150 prisonniers avant de se retirer. Mais à l'aube du 21 août, les convois rebelles avançaient à toute vitesse dans les rues qu'ils n'avaient que rêvé de voir. Ils sont arrivés à la place verte à midi et ont trouvé qu'il y avait déjà des milliers de personnes là-bas. À mesure que la nouvelle s'est répandue, les jeunes ont grimpé sur le monument en bronze de Kadhafi et l'ont attaqué avec des marteaux, avec une joie délirante. Mais l'homme lui-même avait disparu dans les airs. Les rebelles ont assailli Bab al-Azizia en espérant trouver Kadhafi, faisant une dernière résistance dans son enceinte fortifiée. À la place, ils ont trouvé des bunkers vides et de luxueux fusils plaqués or toujours dans leurs étuis. Le dictateur avait disparu, sans laisser de traces. Les satellites de l'OTAN scannaient le désert sans cesse, tandis que les drones volaient motif après motif. Pendant des semaines, il n'y a eu que des rumeurs et de faux signalements. Puis, les agents de renseignement ont remarqué un trafic téléphonique inhabituel dans les environs de Sirte. Des unités loyales convergeaient vers la ville natale de Kadhafi, à l'abri de l'obscurité. Pour Kadhafi, Sirte représentait tout ce qui concernait son voyage de la pauvreté à la richesse. Il y est né en 1942 dans une tente bédouine, le fils pieds nus de berger de chèvres qui s'était transformé en un homme qui maniait des milliards. Le siège a commencé en septembre, avec les rebelles encerclant la ville, tandis que les avions de l'OTAN attaquaient les objectifs jour et nuit. À l'intérieur de la poche de plus en plus petite, les conditions se sont détériorées jusqu'à devenir un enfer. L'électricité a disparu, l'eau a cessé de couler. La nourriture a disparu des marchés. Les cadavres se putréfiaient dans les rues trop dangereuses pour les récupérer. L'odeur de la mort est devenue si dense que les gens vomissaient en respirant. Kadhafi se déplaçait entre les maisons sûres du quartier 2 comme un fantôme qui hantait ses propres funérailles. Les gardes du corps féminines, le convoi de Mercedes blindés et les symboles du pouvoir qu'il avait affichés pendant 4 décennies avaient disparu. Il voyageait maintenant dans des voitures ordinaires, vêtu de tuniques traditionnelles et d'un turban noir, qui cachait son visage aux drones de l'OTAN qui volaient au-dessus de lui. Son entourage s'était réduit à quelques dizaines d'hommes épuisés sans nulle part où aller. Son fils Mutassim commandait ce qui restait de la résistance organisée. Le chef de la sécurité, Mansour Dao, est resté loyal, peut-être par conviction, ou peut-être sachant que les rebelles ne lui montreraient aucune pitié. La nuit, Kadhafi écoutait une radio à pile cherchant des nouvelles d'une intervention internationale qui pourrait le sauver. Sûrement la Russie, la Chine ou l'Union africaine ne l'abandonneraient pas, mais la radio n'apportait que de mauvaises nouvelles. Le 19 octobre, la situation était désespérée, même pour ceux qui refusaient de la voir. Les forces loyales contrôlaient peut-être 10 pâtés de maisons d'une ville qui s'était autrefois étendue le long de la côte méditerranéenne. Il restait peut-être 200 combattants des milliers qui avaient lancé le siège. La moitié d'entre eux étaient blessés, beaucoup gravement. Les munitions se réduisaient à ce que les hommes portaient dans leurs poches. Ils faisaient face à 2 options, se rendre et affronter la justice populaire, ou tenter un dernier pari désespéré. À ces années, après avoir gouverné pendant 42 ans, Kadhafi décida de se présenter comme candidat une dernière fois. Le plan d'évasion naquit de la pure désespération. Il rassemblerait tous les véhicules qui fonctionnaient encore, les chargerait avec les derniers combattants et les provisions, et tenterait de traverser les lignes rebelles dans une colonne. Une fois hors de la ville, il courrait vers l'ouest par la route côtière pour ensuite tourner vers le sud, vers le vaste Sahara, où il pourrait disparaître. Peut-être arriverait-il à Niger au Mali, où l'or pourrait encore acheter un refuge. Peut-être que les vieux alliés se souviendraient des faveurs dues. Ce n'était pas un grand plan, mais c'était tout ce qui leur restait. Le convoi s'est réuni après minuit le 20 octobre dans les ruines du district 2. Les estimations varient entre 50 et plus de 100 véhicules, principalement des camionnettes et des tout-terrain Toyota, un vestige pathétique de la puissance militaire que Kadhafi avait autrefois. Ils chargèrent les dernières munitions, des
bouteilles d'eau et des sacs de dattes qui devraient les soutenir à travers le désert. Les combattants blessés gémissaient tandis que leurs camarades les hissaient dans les bennes des camions. Tout le monde comprenait qu'il s'agissait probablement d'un voyage vers la mort. Gaddafi monta dans un Toyota Land Cruiser beige avec des mouvements rigides dus à l'âge et à la fatigue. Les témoins se souvinrent plus tard que son turban noir était déjà tordu et taché de sang par les bombardements antérieurs. Ils avaient prévu de partir à 3 heures, encore de nuit. Mais rien ne s'est déroulé comme prévu. Les moteurs ne démarraient pas dans les véhicules qui étaient restés cachés pendant des semaines. Le carburant a dû être transvasé entre les camions. Les ordres se confondaient alors que les officiers épuisés tentaient d'organiser des hommes désespérés qui avaient perdu l'espoir. Quand le convoi a finalement commencé à se déplacer, l'aube se levait déjà, teintant le ciel de rouge. L'avantage de l'obscurité était perdu. À 8 heures, le convoi a quitté le district 2 comme un bouchon d'une bouteille de champagne agité trop longtemps. Ils ont détruit le premier poste de contrôle rebelle avant que les gardes somnolents ne puissent réagir. Les véhicules accéléraient désespérément vers la route ouverte, mais les radios ont pris vie sur tout le champ de bataille en quelques secondes. Un grand convoi s'enfuit en direction de l'ouest, coordonnées à suivre. Soudain, tous les combattants rebelles dans l'ouest de la Libye savaient exactement où se trouvait Mouammar Gaddafi. Les drones de l'OTAN étaient déjà en l'air dans le cadre des opérations de surveillance constante. Ils ont acquis le convoi immédiatement. Les opérateurs observaient les écrans tandis que les véhicules couraient sur la route côtière exposée, comme des fourmis fuyant une fourmilière perturbée. À 8h30 du matin, un avion sans pilote, un Predator américain MQ-1, a tiré des missiles Hellfire contre le convoi qui s'enfuyait. Quelques minutes plus tard, les avions français Mirage et Rafale sont entrés en action et ont porté le coup mortal. Ils ont lancé des munitions AASM et GBU-12 avec des effets catastrophiques. Les véhicules volaient dans les airs comme des jouets. Des explosions secondaires se sont produites lorsque les munitions ont pris feu. En quelques minutes, le convoi a cessé d'exister en tant que quelconque force organisée. Le Land Cruiser de Gaddafi a subi des dégâts par éclat d'obus, mais a continué à se déplacer pendant un bref moment. Ensuite, les pneus ont éclaté sous les ondes de choc, ce qui a fait dévier le véhicule de la route. Le visage de Gaddafi a été coupé par des éclats de verre qui volaient, et le sang lui coulait sur les yeux et la bouche. À travers la fumée et la poussière, il pouvait voir des véhicules en flammes qui envoyaient des colonnes de fumée noire vers le ciel du matin. Les corps gisaient éparpillés partout. Une vingtaine de survivants sont sortis des véhicules détruits, dont Gaddafi. Son fils Mutassim a tenté d'organiser une sorte de défense, tandis que le sang coulait d'une blessure à la tête. Mais des centaines de véhicules rebelles convergeaient déjà de toutes les directions. La plaine côtière plate n'offrait aucune couverture, sauf un chantier de construction à 60 mètres de distance, avec de grands tuyaux de drainage en béton. Le groupe a couru désespérément sur un terrain découvert. Les balles sifflaient dans l'air autour d'eux. Ils se sont lancés vers les tuyaux, juste au moment où les véhicules rebelles les encerclaient dans un nœud de plus en plus serré. Il n'y avait pas d'échappatoire de cette tombe de béton. Ce qui s'est passé dans ces tuyaux entra la Libye pour toujours. Les rebelles ont tiré des rafales après des rafales vers les ouvertures sombres. Le bruit à l'intérieur des tuyaux en béton était assourdissant. Les balles ricochaient sur les murs, provoquant une pluie d'étincelles et de fragments de béton. Quelqu'un a lancé une grenade dans l'espace confiné. L'explosion a été dévastatrice. L'onde de choc a été amplifiée par les murs en béton jusqu'à faire éclater les tympans. Gaddafi a reçu d'autres blessures à la tête et aux jambes, et le sang lui coulait sur les yeux. S'étouffant par la fumée et la poussière de béton et saignant de multiples blessures, les survivants n'ont eu d'autre choix que de ramper à la lumière du jour. Ils ont émergé un à un, les mains levées en signe de reddition, couverts de sang et de saleté comme des zombies. Puis, un jeune combattant de Misrata a clairement vu un prisonnier ensanglanté. Malgré le sang et la saleté, le visage était indéniable. C'était lui. Après 8 mois de guerre, des milliers de morts et des villes détruites, Mouammar Gaddafi était arrivé. La nouvelle s'est propagée dans la foule comme l'électricité. Les combattants qui se trouvaient à des centaines de mètres de distance ont abandonné leur position et sont arrivés en courant. Il s'agissait de jeunes qui avaient vécu chaque jour de leur vie sous le régime de Gaddafi, qui n'avaient jamais connu d'autres leaders, qui avaient perdu des amis dans ces prisons, qui avaient été torturés pour des crimes comme écouter de la musique occidentale ou lire des livres interdits, dont les familles avaient été détruites pour s'être opposées à lui, pour l'avoir remis en question, simplement pour exister de manière que le régime n'approuvait pas. 42 ans de rage, de peur et de haine accumulés ont éclaté en secondes. Des images vidéo de plusieurs téléphones portables ont capturé la scène chaotique. Gaddafi, à peine conscient de ses blessures, a été traîné par les cheveux sur le sol.
Les rebelles lui ont arraché la chemise ensanglantée, exposant un torse couvert de blessures. Ils l'ont frappé avec les crosses des fusils, jusqu'à ce que le bois se casse. Ils l'ont frappé avec les chaussures, le plus grand insulte dans la culture arabe. Certains criaient de le maintenir en vie pour le procès, de le laisser faire face à la justice devant un tribunal. D'autres voulaient une vengeance immédiate pour toutes les années de souffrance. La foule devenait plus grande et plus violente à chaque seconde qui passait. Quelqu'un lui a enfoncé une baïonnette dans le rectum, ce qui a provoqué un cri de douleur de Kadhafi. Ses yeux se sont révulsés et ne se concentrait plus sur ce monde. Le sang jaillissait des blessures qu'il avait à la tête et à la poitrine, et s'infiltrait dans le sable. Au milieu de la confusion des corps et de la violence, des coups de feu ont retenti. Certains témoins affirment qu'un combattant de Misrata a appuyé un pistolet de 9 mm contre la tête de Kadhafi et a appuyé sur la gâchette. D'autres affirment qu'il a été pris dans les tirs croisés tandis que les combattants célébraient. Les diverses vidéos le montrent respirant un moment, clairement vivant malgré ses blessures, puis soudainement mou et immobile. Le moment exact de la mort reste sujet à controverse. Le tyran était enfin mort. Ils ont chargé le corps dans une ambulance qui est arrivée rapidement sur les lieux. Kadhafi était nu, sauf pour son pantalon déchiré, et tout son corps était couvert de sang et de saleté. Les combattants se sont approchés du cadavre pour prendre des vidéos du trophée, la preuve qu'ils avaient été là quand l'histoire a pris un tournant. L'homme qui avait commandé des armées et construit des palais, qui s'était autoproclamé roi des rois d'Afrique, est mort comme un chien enragé, dans un fossé de drainage à côté d'une route. En quelques minutes, les images enregistrées avec un téléphone portable ont été téléchargées sur Internet et se sont propagées à une vitesse supérieure à celle d'une traînée de poudre. La Libye a éclaté en une célébration comme jamais auparavant dans son histoire. À Sirte, les rebelles ont tiré tout ce qu'ils avaient vers le ciel jusqu'à ce que l'air lui-même semble brûler. Dans tout le pays, des millions de personnes sont descendues dans les rues qui avaient été vides par la peur pendant des décennies. À Benghazi, où tout a commencé avec 200 manifestants, la place de la Liberté s'est remplie de centaines de milliers de personnes. Ils avaient risqué tout pour ce moment, et pour eux, le cauchemar avait enfin pris fin. Ou du moins, le croyait-il. Dans ces premières heures délirantes de liberté, les dirigeants internationaux ont félicité le courage de la Libye, bien qu'ils aient soigneusement évité de mentionner comment Kadhafi était réellement mort. Le président Obama a parlé d'un nouveau chapitre pour le peuple libyen. Le premier ministre Cameron a parlé des opportunités pour la démocratie. Les groupes de défense des droits de l'homme ont immédiatement remarqué le crime de guerre évident dans les vidéos, mais dans la Libye révolutionnaire, enivrée de liberté et de vengeance, personne ne se souciait de ces nuances juridiques. Pendant 3 jours, le cadavre de Kadhafi est resté dans un congélateur commercial à Misrata. Des milliers de personnes sont venues regarder, ayant besoin de voir de leurs propres yeux que l'homme du sac était vraiment mort. Les gens se prenaient un selfie avec le corps, se prouvant à eux-mêmes que l'impossible s'était produit. Le 25 octobre, avant l'aube, un petit convoi s'est dirigé vers le désert. Quelque part dans le vaste Sahara, ils ont enterré 3 corps dans des tombes sans marque. Kadhafi, son fils Mutassim, et le chef de la défense Abou Bakr Younis. La dynastie Kadhafi, qui avait terrorisé la Libye pendant 42 ans, a disparu dans le sable sans laisser de traces physiques. Mais la souffrance de la Libye venait à peine de commencer. Les milices qui s'étaient unies contre Kadhafi ont immédiatement pointé leurs armes les unes contre les autres. Le pays s'est divisé en 2 gouvernements rivaux, puis en 3, et ensuite on a perdu le compte. L'État islamique a pris Sirte, la ville où Kadhafi est mort, imposant de nouvelles horreurs à son peuple. La richesse pétrolière, qui aurait dû reconstruire la nation, a plutôt alimenté un conflit sans fin. La mort de Mouammar Kadhafi a marqué le jour le plus sanglant du printemps arabe. Elle a démontré que même les dictateurs les plus enracinés pouvaient tomber face à un soulèvement populaire. Mais elle a aussi démontré une vérité plus dure. Vous pouvez tuer un tyran en quelques minutes de violence multitudinaire, mais construire la démocratie nécessite des générations de travail patient. Tant en vie qu'en mort, Kadhafi a laissé la Libye en ruine. Cette liberté en valait-elle la peine ? Non.